Bonjour, je suis Pascaline, bienvenue à l'école des chiens guides aveugles. Bonjour à tous, c'est Françoise Amélie. Alors, comme vous m'avez vu dans les précédentes vidéos, j'aime bien montrer mes démarches, tout ce que je fais. Alors à l'heure actuelle, je suis en stage pour un chien guide, une demande que j'ai faite qui me tient à cœur. Je suis à l'école des chiens guides à côté de Rouen. Je vais vous présenter du coup l'équipe, la responsable de l'école aussi. Et ensuite tout ce que font au sein de l'école, tous ces accompagnants auprès des chiens, que deviennent les chiens, que sont après avec leur maître de vie, et puis une retraite aussi derrière, et comment faire la demande, et puis pourquoi pas devenir famille d'accueil. Voilà, donc je vous présente Charlotte qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis responsable de l'école des chiens guides aveugles Centre Paul Corteville qui est située à Onguemar-Guénouville en Normandie, donc pas très loin de Rouen. Alors pouvez-vous me dire, Charlotte, la composition de votre équipe au sein de cette école? Alors ici nous sommes 12 salariés, donc il y a moi-même. Nous avons 3 éducateurs de chiens guides, 4 moniteurs, une secrétaire, une instructrice de locomotion, un animalier et un agent polyvalent. Et nous voilà Anne-Sophie, éducatrice, qui va nous expliquer ce qui se passe au sein de cette école et le cursus, ensuite au stage et les démarches, le chien guide, comment ça se passe pour le récupérer, comment on l'éduque et tout le long de sa vie. Je te laisse parler du coup, Anne-Sophie. Donc moi je suis Anne-Sophie, éducatrice depuis une vingtaine d'années à l'école. Et je vous présente Snow, qui est une labrador femelle sable d'environ 1 an, qui est en milieu d'éducation. Alors, pourrais-tu m'expliquer d'ailleurs d'où tu as récupéré Snow? Donc à l'âge de 2 mois, on les récupère au CZK, donc qui est l'élevage spécial pour les chiens guides aveugles qui se situe à Clermont-Ferrand. D'accord. Ils fournissent toutes les écoles de chiens guides de France pour les chiots. On fait plusieurs races. Quel type? Donc on a du labrador, on a du golden, on a du croisé labrador et golden, on a du berger allemand, du caniche royal et du croisement entre le labrador et le caniche qui s'appelle le labradoodle. On fait ces races-là principalement parce que au niveau taille et gabarit, c'est plutôt agréable pour les personnes puisqu'ils font environ une cinquantaine de centimètres minimum au garrot. Donc grossièrement ça arrive au genou et du coup pour les personnes ça leur permet de bien ressentir les différents mouvements du chien. Et en plus au niveau caractère, c'est des chiens qui passent bien au niveau du public. Donc comme c'est des chiens qui sont amenés à aller dans différents lieux publics, les restaurants, les cinémas, oui, les parcs, voilà, c'est ça, tous ces c'est des chiens qui sont sociables, quoi. Et puis surtout au niveau du faciès, ça passe bien au niveau du public. Pour le berger allemand, c'est un tout petit peu différent dans le sens où c'est souvent des personnes qui veulent se sentir plus en sécurité, même si tous nos chiens ne sont pas des chiens de garde. Nos bergers allemands ne sont pas là pour être chiens de garde ou chiens policiers comme on peut les voir dans d'autres situations, mais juste au niveau du public, le fait que c'est des chiens à oreille droite, ça fait un peu plus peur et du coup pour certaines personnes déficientes visuelles, ça les rassure d'avoir ce type de chien. D'accord. Et pour le caniche et le labradoodle, donc le croisement entre le caniche et le labrador, c'est des chiens qui ne perdent pas leur poil du fait d'avoir le poil frisé. Et donc, c'est des chiens hypoallergéniques. Donc, les personnes qui sont allergiques au poil de chien peuvent quand même avoir des chiens grâce à ces 2 races-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Et comment se passe du coup au niveau de l'éducation quand vous les récupérez? Ça dure combien de temps dans l'éducation? Alors, il y a plusieurs parties dans l'éducation. On les récupère au CZK, donc à l'élevage à l'âge de 2 mois. On les place en famille d'accueil jusqu'à l'âge d'1 an environ. Donc pendant cette période où ils sont en famille d'accueil, on les suit quand même régulièrement 1 à 2 fois par mois pour donner des conseils à la famille, qu'elle ne se retrouve pas sans aide. Ça nous permet aussi de voir comment le chien évolue, d'adapter nos conseils au chien et à la famille.
pendant ces périodes-là, il y a également des séances d'obéissance qui se passent soit à l'école, soit dans des lieux publics pour habituer le chien à travailler dans différentes situations. Et en fait, donc, le chien rentre en chenil à l'âge d'1 an environ. Donc c'est là où il commence sa période d'éducation, donc vraiment avec un éducateur. Cette période-là dure environ 8 à 10 mois, sachant que le chien est au chenil du lundi au vendredi et que le vendredi soir, il part en famille week-end jusqu'au lundi matin. Tout le temps de son éducation, c'est la même famille week-end pour que le chien ait une stabilité quand même, qui ne change pas tout le temps. Bon, évidemment, il y a des petits moments où ça change puisque la famille part en vacances ou des choses comme ça, mais principalement sur les 8 à 10 mois d'éducation, les week-ends, il a toujours sa même famille, donc on peut voir aussi une évolution dans la famille, comment ça se passe, et ça permet une stabilité au chien. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est que ça nous permet en fait d'avoir un chien plus posé dans la semaine. En gros, c'est comme s'il était en internat, il arrive le lundi matin, il repart le vendredi soir et il se repose le week-end dans les familles. Puisque le but des familles week-end, c'est vraiment d'avoir un chien de compagnie avec des règles à respecter. Mais ça nous permet surtout d'avoir le chien qui se repose un maximum. Donc voilà. La semaine, nous, ce qu'on fait avec le chien, donc le matin quand l'animalier arrive, il détend tous les chiens pour qu'ils puissent faire leurs besoins, se défouler, etc. Ensuite, nous, en tant qu'éducateurs, quand on arrive, on leur donne à manger. Donc, ils ont chacun leur gamelle, leur ration, leurs croquettes s'ils ont besoin de perdre du poids, s'ils ont des problèmes de peau, etc. Donc, chacun a vraiment sa ration adaptée à lui. Ensuite, on les redétend derrière, pour qu'ils puissent se redéfouler, etc. On les remet en chenille pour qu'ils puissent avoir un petit temps de pause, le temps que nous, on aille gérer nos papiers, tout ce qu'on a à faire. Ensuite, ça dépend des jours, ça dépend des moments et de ce qu'on veut travailler, mais on part en éducation avec 1, 2 ou 3 chiens par personne, par éducateur, à savoir que chaque chien est travaillé de toute manière de façon individuelle. Donc, même si on part en éducation avec 3 chiens, on fera 3 sorties différentes pour sortir un chien à chaque fois. On n'en prend jamais 2 à la fois. Et on peut faire des sorties d'une demi-heure parce que ça va être très intensif, il va y avoir beaucoup de boulot et le but c'est pas de saturer le chien non plus, ou des sorties qui vont être beaucoup plus longues parce que beaucoup plus cool et que ça va être entre guillemets que de la marche, et dans ces cas-là on peut faire des sorties d'1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des moments. Ensuite on revient au chenil, ils ont à nouveau un moment de détente. Donc, soit dans un parc, soit avec des jeux, soit avec d'autres chiens. Enfin, voilà, ça varie à chaque fois. Sur le temps du midi, ils sont au chenil pour pouvoir se reposer. Parce qu'entre chaque temps d'éducation, le chien a besoin d'une pause pour pouvoir... Voilà, c'est ça. Et ça lui permet d'une, de se reposer, et de 2, d'assimiler ce qu'on lui a appris le matin. D'accord. Et l'après-midi, on recommence soit avec les mêmes chiens, soit si on en a sorti qu'un le matin, on sort les autres l'après-midi. Ça va dépendre du rythme de chaque chien. On s'adapte à ça aussi, c'est qu'il y a des chiens qui vont avoir besoin vraiment de travailler beaucoup parce que beaucoup d'énergie. D'autres des chiens un peu plus pépères et un peu plus plan-plan où on sait qu'une sortie travail intensive par jour, derrière, il vaut mieux faire du travail d'obéissance plutôt qu'une autre sortie en ville parce que du coup, c'est pas rentable pour lui. Il va pas l'assimiler et au contraire, il va apprendre plus de bêtises qu'autre chose. Donc voilà, ça va dépendre. Il y a des jours où ils vont travailler plus, d'autres un peu moins. C'est vraiment aléatoire et puis ça dépend ce que nous on veut travailler et ça dépend du rythme du chien également. À savoir que un chien est éduqué par la même personne du début à la fin. Ah oui. Donc là par exemple, moi en tant qu'éducatrice, je fais les remises de chiens également. Les 15 jours où je suis en remise, mes chiens sont au repos. Pour éviter qu'il y ait 50 personnes qui travaillent. Alors après, ça peut arriver qu'un de mes collègues va travailler un de mes chiens, mais c'est pour travailler des choses bien spécifiques. Mais c'est pas chaque éducateur dire tiens aujourd'hui j'ai envie de prendre ce chien-là et puis demain je prendrai un autre. Voilà, on a nos chiens attitrés, on va dire. D'accord. Donc ça c'est pour la semaine, donc du lundi au vendredi c'est la même manière. Donc il y a environ 8 à 10 mois d'éducation.
une fois qu'ils arrivent en éducation, donc au tout début, ils sont au gilet, donc un petit gilet bleu marqué élève chien guide. Ça leur permet d'avoir déjà quelque chose sur le dos pour leur apprendre par la suite le harnais. D'accord. D'être habitué à avoir quelque chose sur le dos. Justement, à préciser là par rapport au harnais, quand le chien a le harnais, c'est qu'il est en mode travail. Il n'est pas en chien de compagnie. Oui, mais du coup, on fait la même chose avec le gilet. D'accord. En fait, c'est le même principe dans la tête du chien. C'est dès que j'ai quelque chose sur le dos, je suis en mode travail. D'accord. C'est pour ça que dès tout petit, en fait, on lui apprend à avoir ce gilet pour le concentrer. Et ça arrive très souvent que les déficients visuels nous disent dès que je lui enlève son harnais, il est tout fou, il court dans tous les sens, il se défoule. Par contre, dès que je lui mets son harnais, c'est clac, il est concentré, il sait qu'il doit travailler, etc. Donc ça, c'est parce qu'on le fait dès le départ. Donc en début d'éducation, il y a une partie gilet qui nous permet d'apprendre au chien, donc en le manipulant à la laisse, en lui montrant ce qu'on veut. Donc les arrêts aux bordures de trottoir, les directions, les évitements des obstacles en passage étroit ou en contournement par la chaussée, d'éviter les personnes, de ne pas renifler, de ne pas aller voir les autres chiens. C'est beaucoup de choses à régler petit à petit. Une fois qu'on voit que le chien commence à prendre un petit peu d'initiative et qu'il a évolué déjà dans son travail, notamment quand il connaît ses directions, là on va lui passer le harnais sur le dos. Donc on met plus le gilet, on met le harnais, donc avec la partie cuir et le guidon, qui vont nous permettre d'avoir un meilleur ressenti du chien quand il va travailler, notamment quand il s'arrête ou quand il met ses deux pattes sur le trottoir. On va sentir que le chien se redresse un petit peu, ou quand il s'assoit que ça tire un peu sur le harnais. Du coup, ça nous permet d'avoir des sensations au niveau du bras beaucoup plus claires que quand c'est que à la laisse. D'accord. Donc voilà, donc il y a toute une partie où on retravaille au harnais pour apprendre au chien à faire son travail avec ce harnais. Et en fin d'éducation, on fait des sorties sous bandeau. Donc l'éducateur met un bandeau sur les yeux qui permettent de simuler la déficience visuelle. Après, on est bien conscient qu'on n'est pas déficient visuel, donc on ne sait pas se déplacer comme les déficients visuels, et c'est pas le but non plus. Le but, c'est juste de savoir si notre chien sait travailler, et du coup, quand on fait ces séances sous bandeau, il y a forcément un éducateur qui vient avec nous pour notre sécurité, parce que même si on connaît les techniques de traversée de carrefour, etc., ne le vivant pas au quotidien, on n'est pas... C'est moins inventif, du coup, d'autres sens que nous on développe. Exactement. Et en plus, quand on commence à faire ces sorties sous bandeau, le chien n'est pas complètement prêt. Donc, on n'est pas complètement en sécurité. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un à côté de nous, ça nous permet de nous dire « Oui, là, ça y est, ton chien, il est prêt. Il peut guider quelqu'un sans avoir personne à côté. » Ou « non, il faut encore qu'on continue à le travailler pour qu'il prenne ce qu'on appelle dans notre jargon, prenne de la bouteille du métier. »
Anne-Sophie, peux-tu du coup nous expliquer concernant l'examen que le chien doit passer pour être officiellement de chien guide? Donc en fin d'éducation, une fois qu'on a fait toutes les étapes, on lui fait passer un examen qui s'appelle le CAG, donc certificat d'aptitude à guider. Et en fait, il y a différents items dans cet examen. Il y a l'item ville, l'item campagne et l'item obéissance. Donc en fait, on est évalué par notre responsable. Nous, en tant qu'éducateurs, on est sous bandeau avec le chien au harnais. Et en fait, sur une journée, on fait vraiment tous les exercices que le chien sait faire. Donc dans la ville, on fait un trajet qu'elle nous indique pour savoir si le chien sait bien tourner à gauche, à droite, donner les lignes, éviter les obstacles en hauteur également. Donc bien faire attention à ne pas renifler dès qu'il y a un poteau, à ne pas rentrer dans les gens. Enfin voilà, vraiment savoir s'il sait bien cheminer dans la rue et qu'il ne nous mette pas en danger. Donc il y a tout ça. On coche des petites cases parce qu'il y a plein de sous-thèmes dans les items. Et les notations, ça va de insuffisant à très bien. Et si le chien a des insuffisants, forcément, il faut repasser les thèmes. Si c'est moyen, très bien et tout ça, donc on fait une moyenne. Et c'est de là où le chien a son examen ou doit le repasser. Donc c'est pareil pour la campagne, où le chien doit serrer à gauche ou serrer à droite, suivant les endroits où on veut qu'il aille. S'arrêter de lui-même aux intersections, pour ne pas traverser une rue sans que la personne soit au courant. Voilà, en gros, en campagne, c'est ça. Et en obéissance, c'est pour avoir un chien le plus obéissant possible. Donc, c'est vraiment du classique, la marche au pied, les positions, le rappel, le rapport d'objet, des choses comme ça. Donc, une fois qu'on a fait tous ces exercices, on fait une moyenne du chien et on voit, en effet, comme je disais, s'il a son examen ou s'il ne l'a pas. Donc, s'il l'a, il est officiellement chien guide. Et s'il ne l'a pas, il peut le repasser jusqu'à 2 fois pour pouvoir avoir son examen. Quand le chien n'a pas son examen, c'est pas forcément qu'il n'est pas bon. Ça peut être simplement comme pour nous, c'est une journée d'examen. Donc nous, en tant qu'éducateurs, on est stressés. Donc le chien le ressent, il se stresse également. Et avec le stress, on peut faire des bêtises. Ou alors il était peut-être pas prêt comme on le pensait. Et du coup, il faut le retravailler un petit peu avant de refaire passer les différents thèmes. D'accord. Et du coup, quand il devient chien guide, il a son examen. Comment se passe la remise auprès du maître? Donc la remise, le maître a déjà fait, lui, tout un processus avant avec le stage d'accueil, la locomotion et l'apprentissage de ses trajets. Et en fait, nous, en tant qu'éducateurs, on regarde un dossier, savoir si la personne peut correspondre. Donc, est-ce que c'est un homme, une femme, grand, petit, l'allure de marche, le type de travail qu'il y a à faire. Si ça correspond à notre chien, par exemple, si notre chien, on sent qu'il est plus à l'aise en campagne parce qu'il préfère ce type d'environnement, on va éviter de le remettre à quelqu'un qui habite en plein centre-ville d'une grande ville. Effectivement. Voilà. Si on peut avoir le choix, c'est toujours mieux d'essayer d'adapter au mieux pour la personne et pour le chien. Donc on voit un petit peu si sur le papier ça peut correspondre. Une fois qu'on a trouvé cette personne-là, on l'appelle en disant « j'ai potentiellement un chien pour vous ». On décrit le chien au téléphone. Si déjà il y a quelque chose de rédhibitoire pour la personne, on en parle. Savoir si c'est vraiment quelque chose de fondé sur ce qu'elle a entendu du chien. Et sinon, dans ces cas-là, on fait une session d'essai. C'est-à-dire qu'avec le chien, on va à domicile pour présenter le chien, donc en chien de compagnie, mais également en chien de travail. Donc on fait des sorties au harnais pour voir comment le chien s'adapte à la personne et comment la personne arrive à ressentir le chien. Parce que sur le papier, ça peut correspondre, mais en réalité, ça peut ne pas matcher. C'est comme pour tout. Et à la fin de ces 2 jours d'essai, on fait un bilan ensemble. La personne nous dit son ressenti, si elle a aimé, pas aimé, pourquoi, etc.
Et nous, en tant qu'éducateurs, on donne aussi notre avis en disant bah oui, je pense que ça peut matcher, ou bah non, ça ne matchera pas parce que les petits points qui vous gênent, c'est des points qui ne s'enlèveront jamais, donc ça ne sert à rien d'essayer et de partir à l'échec. L'essai sert à ça, en fait, de vraiment voir si le binôme peut matcher ensemble sur du long terme. D'accord. Et donc, si on est tous les deux d'accord, donc la personne déficient visuel et l'éducateur, pour dire que c'est une remise qui peut matcher, dans ces cas-là, on prévoit ensemble une date de remise. Donc la remise, ça se passe sur 2 semaines, donc 2 fois 5 jours à domicile de la personne, pour pouvoir apprendre un maximum de trajets qu'elle fait, pour que le chien s'habitue aussi à l'environnement. Donc on apprend aussi bien les trajets de la personne, mais également à vivre au quotidien avec le chien, donc comment lui donner la gamelle, comment la détendre, comment jouer avec, brosser, nettoyer les oreilles. Puisqu'un chien guide, ça reste avant tout un chien et qui a les mêmes besoins qu'un chien. Ouais, donc exactement. la détente et les soins quotidiens, donc brossage, jeu et tout ce qui va avec. Donc la remise englobe tout ça. Et donc, comme je disais aussi, on fait tous les trajets de la personne pour que petit à petit, ça devienne un automatisme pour elle, que dès qu'elle ressent que le chien fait quelque chose, qu'elle se dit « Ah bah oui, il fait ça parce qu'il y a ça, etc. » Et que petit à petit, elle n'ait plus besoin de nous à côté pour qu'on détaille ce qui se passe autour. Donc ça, c'est la remise. Et au bout de ces 15 jours, la personne est apte à sortir seule avec son chien. Donc elle fait ses premiers pas en tant que bénéficiaire de chien guide. Et l'éducateur fait des suivis réguliers, c'est-à-dire qu'on fait un premier suivi au bout de 4 à 6 mois après la remise pour voir comment ça s'est passé. Donc une fois qu'on a fait ce premier suivi au bout de 4 à 6 mois, on refait un suivi au bout d'1 an après la remise et ensuite jusqu'à la fin d'activité du chien, donc jusqu'à la mise en retraite, on fait un suivi tous les 1 an et demi environ pour s'assurer que tout va bien. À savoir que le chien est remis gratuitement à la personne déficiente visuelle, donc tous les suivis sont pris en charge aussi et la personne ne paye rien. La seule chose qu'elle a à payer, c'est les frais vétérinaires du chien. Ce qui est normal. Ses jouets, tous les accessoires du chien et les croquettes du chien. Mais pour avoir un chien guide, elle ne paye pas l'éducation du chien, elle ne paye pas le harnais. Le vaccin, etc. Alors le vaccin, si, puisque ça fait partie du côté pardon, chien. Oui, exactement. oui. Non. D'accord. Et donc, je suppose que le chien ne devient pas chien guide jusqu'à qu'il décède. Il a forcément une retraite, peut-être comme un humain. Oui, tout à fait. En fait, le chien, il a sa retraite vers 8-10 ans. Donc, pas 8-10 ans de guidage, mais 8-10 ans du chien. Pour une raison toute bête, c'est que les chiens, les races qu'on a, vivent environ 13 à 15 ans. Donc, ça nous permet en fait d'avoir un chien qui finisse sa vie en tant que chien de compagnie et pas en ayant le harnais sur le dos tout le temps. C'est sûr. Donc, comme on dit, comme pour nous, on veut une retraite. Le chien c'est aussi, ça. On se bat pour lui. Bah oui. Et du coup, vers 8-10 ans, alors c'est sûr que si à 8 ans, il pète la forme, on va le laisser aller jusqu'à 10 ans. Même peut-être 11 ans, 12 ans, si c'est vraiment un chien qui a peu travaillé et qui est en super forme. Par contre, si à 8 ans, on voit qu'il a déjà pris un sacré coup de vieux, dans ces cas-là, on peut le mettre en retraite anticipée à partir de l'âge de 8 ans. À savoir que quand le chien est en retraite, il y a plusieurs possibilités. Soit le déficient visuel l'adopte, puisque à savoir que quand le chien est chien guide, il reste propriété de l'école. C'est D'accord. pour ça qu'on peut faire les suivis, qu'on peut faire toutes ces choses-là. Mais par contre, une fois que le chien est retraité, là, la personne peut devenir propriétaire de son chien, donc en l'adoptant réellement. Après, ça peut être l'entourage de la famille qui peut adopter le chien, voilà. Tout simplement, si la personne ne peut pas accueillir. C'est ça. Et d'ailleurs, s'il n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un dans son entourage qui peut récupérer le chien, comment ça se passe ? Dans ces cas-là, il nous prévient et nous, en tant qu'école, on fait des recherches pour le placer dans des familles qui souhaitent adopter des vieux chiens. D'accord, donc
adopter une famille qui adopte. C'est pas une famille d'accueil forcément. Non, ça peut être la famille d'accueil qui l'avait chiot, qui souhaite le récupérer quand il est à la retraite, mais ça peut être une personne lambda qu'on ne connaît pas plus que ça, qui nous a fait une demande d'un vieux chien pour l'adoption. D'accord. Et alors, ma question va être peut-être idiote en soi, mais c'est qui peut bénéficier d'un chien guide? Est-ce que c'est comme les autres organismes qui regardent par rapport à notre taux, par rapport au champ visuel d'handicap? Qui peut en bénéficier? Alors, nous, on ne fait pas forcément attention au taux. Il faut quand même qu'il y ait une invalidité, forcément, mais ça peut très bien être des malvoyants que des non-voyants. Et dans les malvoyants, on prend en compte surtout le besoin de la personne. Si la personne a un champ visuel plus élevé qu'une autre, mais qu'elle est plus gênée dans les déplacements, de par la luminosité, de par le fait que ça soit en mouvement, des choses comme ça, elle peut bénéficier plus d'un chien qu'une autre personne qui va avoir un champ visuel plus rétréci, mais beaucoup plus fonctionnel. D'accord. En soi, on s'adapte vraiment à chaque personne. Si la personne a besoin d'une aide au déplacement, donc une aide au déplacement, ça peut être la canne, ça peut être la canne électronique ou le chien guide, dans ces cas-là, nous, on peut lui fournir une aide. Si par contre, on s'aperçoit que la personne voit trop, c'est un terme bizarre, mais oui. Voilà, voit trop, on va décider de ne pas lui remettre de chien guide pour l'aider malgré tout, parce qu'il faut savoir que le chien guide, ça donne beaucoup de contraintes dans les déplacements, puisqu'il faut s'arrêter à chaque bordure, il faut s'arrêter dès qu'il y a un obstacle, le chien doit travailler tout le temps. C'est pas juste je travaille pas la journée parce que la personne voit trop, et la nuit par contre je travaille parce que là elle voit plus. D'accord, voilà. Effectivement. Il faut que quand on ait le chien guide, le chien travaille de la même manière tout le temps. D'accord. Et dernière petite question, est-ce qu'on peut devenir famille d'accueil? Donc, je pense que oui, mais surtout la question c'est comment on peut devenir famille d'accueil? Quels sont les requis pour être famille d'accueil? Alors les requis, ça va dépendre de chaque école, puisqu'on a tous notre manière de fonctionner, ne serait-ce qu'au niveau géographique, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Nous en Normandie, on est un peu plus en zone rurale, donc les personnes habitent toujours un peu plus loin de l'école. Quand on est à Paris, forcément, on habite toujours un peu plus près de l'école où on va postuler. Mais en règle générale, pour être famille d'accueil, il n'y a pas de vrais prérequis, dans le sens où on peut être une personne seule qui vit en maison ou en appartement, on peut être un couple avec enfants qui vivent pareil en maison ou en appartement, des personnes qui travaillent ou des personnes qui ne travaillent pas. La seule chose qui est importante, c'est avoir du temps pour s'occuper, voilà, c'est ça, pour s'occuper du chiot, puisque ça prend énormément de temps à lui rendre, à le rendre propre, par exemple. Et du coup, quand il est tout petit, il y a tout ce qui est propreté, sagesse à prendre en compte. Bien. Et par la suite, il y a les sorties en ville à faire en plus. Donc c'est sûr que si on travaille de 8h à 16h tous les jours et qu'en rentrant, on n'a pas envie de sortir le chien dans la rue, non, là pour le coup, il ne faut pas être famille d'accueil. C'est ça. Par contre, si on travaille et qu'en plus on a du temps pour sortir le chien dans la rue et le travailler en plus et prendre du temps pour faire ses détentes, etc., ça pose aucun problème. Surtout qu'on peut être amené à demander à l'employeur s'il est OK pour prendre le chien au travail. D'accord. Comme c'est un futur chien guide, c'est pas comme un chien de compagnie de tout le monde. À savoir que les employeurs ont le droit de refuser, pour le coup, par contre. Bien sûr, parce que le chien, il est en apprentissage. Donc ça en apprentissage. En apprentissage. Là, c'est vraiment la famille d'accueil qui demanderait à son employeur d'avoir le chien au travail. Pour le coup, le travail est un peu mis en comment dire. Oui, la personne n'est pas en situation de handicap, donc au final... Voilà, et puis c'est surtout que comme le chiot est petit, dès qu'il a envie de faire un pipi, c'est tout de suite maintenant qu'il faut le sortir pour éviter qu'il fasse dans les locaux. Donc pour lui apprendre la propreté, forcément si on est au téléphone avec son patron, on lui dit je raccroche au nez, voilà. Donc le travail peut être impacté, donc forcément l'employeur a le droit de refuser. Par contre,
quand c'est le déficient visuel qui a son chien, l'employeur n'est pas censé refuser. En tout cas, je vous conseille de vous rapprocher de l'école dans laquelle vous êtes le plus proche au niveau géographique. D'accord. Bah, comme j'allais dire, bah, maintenant vous savez tout. Hein, l'école de Rouen est ouverte à toutes les questions que vous voulez poser. Si vous êtes proche de cette école, bah, surtout n'hésitez pas parce qu'ils sont hyper cool. Vraiment une union familiale. On est très bien accueillis dans vos locaux. À bord de ce stage-là, ce qui est sur 2 jours, nous dormons sur place, nous sommes bien du coup chouchoutés, les chambres sont agréables, les repas sont agréables, tout est assuré, on n'a rien à gérer financièrement aussi, vraiment de A à Z, c'est vraiment parfait, quoi. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli pendant ce stage-là. Bah, avec plaisir. Ça a été vraiment une belle expérience. Et puis bon, bah, de toute façon, on va se revoir. Hein. J'espère que vous allez m'attribuer, vous allez m'accorder d'avoir un chien. Pour ma part, moi j'aimerais avoir un berger allemand parce que comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai besoin de sécurité, me sentir avec un chien qui est plus imposant. Et puis personnellement, moi j'aime pas trop que des gens inconnus, bien sûr, des gens que moi je connais pas, caressent mon chien. Bah, je vous remercie, je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo et bah, à la prochaine. Au revoir.